Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant-match de cette demi-finale de Ligue des Nations opposant l'équipe de France à l'Espagne, championne d'Europe en titre et aussi championne de la Ligue des Nations en titre à Stuttgart pour une phase ni aller ni retour, c'est une phase sec pour une place en finale, soit contre l'Allemagne ou soit contre le Portugal. Un match qui fait suite du coup au quart de finale où la France avait gagné 3-0, enfin 3-2 contre la Croatie avec les pénaltys. Et l'Espagne avait gagné aussi au pénalty contre les Pays-Bas. On a vu des quarts de finale de la Champions League qui étaient incroyables. Le football de nation s'est terminé. Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. Le débrief est déjà disponible. Maintenant, passe au foot de nation. Demi-finale, finale et match pour la troisième place pour les perdants de la demi-finale. Et ensuite, on se dirigera vers une petite trêve de 10 jours sans football. Il y aura aussi l'Euro évidemment espoir. Et puis ensuite, dans 15 jours à peu près, je pense que ça commence le 15 juin avec Paris Atlético Madrid pour la Coupe du Monde des clubs. 2-3 jours avant ce début de Coupe du Monde des clubs, je vais faire une vidéo pour vous présenter un peu la compétition, qu'est-ce que j'en pense, les phases de poule, vous rappeler le contexte et les enjeux, parce que même si c'est une compétition qui est nouvelle, c'est une Coupe du Monde des clubs, il y aura quand même beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce match entre l'équipe de France et cette équipe d'Espagne qui, on connaît toutes leurs qualités, comme j'ai dit, championne d'Europe en titre. Et dans cet Euro, ils avaient encaissé que 4 buts, on se rappelle évidemment. La dernière fois que la France et l'Espagne se sont affrontés, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pour la demi-finale de cet Euro où ils n'avaient perdu 2-1. Je me rappelle très bien, but de Randal Colomani sur un stand de Kylian Mbappé, la tête à la 8e minute. Et ensuite, on a eu la maîtrise du ballon, on s'est créé quelques occasions sans être flambant neuf. On se rappelle évidemment l'Euro catastrophique offensivement qu'on a réalisé. Et défensivement, on a pris 2 buts, quasiment coup sur coup à la 21e minute, avec un but de Lamine Yamal venu d'ailleurs. Rabiot l'avait provoqué avant la conférence de presse. Et ben le petit a répondu de la meilleure des manières avec une frappe sèche pied gauche exceptionnelle. Et 3 minutes plus tard, c'était Dani Olmo qui nous clouait le bec, qui jouait nos espoirs d'aller en finale de l'Euro, qui était complètement mérité. On a vu une Espagne qui a seulement cadré 2 frappes, mais pourtant ça les a permis de remporter ce match parce qu'ils ont su piquer au bon moment, ils ont su être offensifs, décisifs offensivement, aussi solides défensivement. Et dans les deux surfaces, ils ont été très bons. Et c'est pour ça qu'ils se sont imposés dans ce match et aussi un peu dans cet Euro qui clairement l'Espagne est pour moi la meilleure équipe d'Europe parce qu'ils sont champions d'Europe en titre. Mais ce qu'ils ont montré, c'était bien au-dessus que tout ce que les équipes à l'Euro ont montré. Techniquement, c'était l'équipe la plus proche d'une équipe de club, clairement, avec une approche où De La Fuente il fait jouer ses hommes et une bonne gestion de l'effectif. C'est un mélange entre expérience, entre jeunesse, entre talent, entre complémentarité. Cette Espagne est très forte. Ils ont un gros effectif, il y a beaucoup de talent. Depuis la défaite contre le Maroc en 8e de Coupe du Monde, c'est 2 défaites, 3 nuls et 24 victoires. Ils ont enchaîné par la Nations League, par Euro. C'est vraiment une équipe qui a beaucoup de qualité. Pour moi, comme je dis, meilleure équipe d'Europe, top 3 des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle avec l'Argentine sûrement dans le top 2 honnêtement. Ils ont su se défaire de grosses adversités pour les qualifications à l'Euro, dans la Nations League aussi, là contre les Pays-Bas, j'ai dit c'est une quart de finale qui était incroyable pour toutes les équipes, Portugal, Danemark, là on a vu Pays-Bas, Espagne, et ça avait été un gros match qui s'était joué au penalty. On a eu un doublé de Oyarzabal, un but de Xavi Simons sur penalty si je ne me trompe pas. Il y avait quand même eu énormément d'occasions, c'est un football qui est débridé, ils ont du talent sur les côtés, défensivement, ils ont aussi la jeunesse qui est arrivé. Ils ont un gros gardien qui avait fait des grosses parades. Les deux gardiens, Pays-Bas, Verbruggen et Unai Simons, ils avaient fait des grosses parades. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés en demi-finale contre nous. Une équipe de France qui, depuis l'Argentine, c'est 5 défaites, 5 nuls et 18 victoires si je ne me trompe pas. On se rappelle évidemment de ce qu'on a fait pour réussir à arriver en demi-finale avec un match aller contre la Croatie 2-0. On a été clairement mauvais. Mais par contre, au match retour, on se devait de réagir et on l'a fait pour moi de la meilleure des manières possibles parce que tu remportes ce match 2-0, tu vas jusqu'au penalty, tu annihiles tout espoir de la Croatie. Dans le pressing, il y a eu 0 frappe cadrée lors des 90 minutes côté croate. On a eu le match de référence qu'on attendait pour Michael Olise qui était proactif dans les dribbles, la percussion entre les lignes, tout ce qu'il apportait, son profil technique, sa sérénité. Il a été d'une aide mais tellement précieuse, il a été tellement l'homme clé de ce match, mais si tout le monde a fait un bon match, buteur sur coup franc, passeur pour Dembélé pour le deuxième but du match à la 80e minute. Il a fait un match plein qui nous a permis d'aller au penalty qu'on a remporté avec une séance de tir au but où Koundé rate, où Théo Hernandez, je crois, il rate aussi un penalty. Voilà, ça a raté quelques penalties, mais au final, on s'est imposé assez logiquement vu la physionomie du match retour. Et au match aller, on a vraiment fait un bon match. Par contre, au match retour, on a clairement été là, on a clairement été présent. Donc voilà, un match France-Espagne. On se rappelle l'Euro, la Champions League aussi en 2021 parce qu'ils sont champions d'Europe en titre, mais nous aussi, on est champions. Et c'était contre eux avec un but de Benzema, oui, le but incroyable enroulé, pleine lucarne, détourné un peu par Unai Simons.
Le but de Mbappé aussi, je crois, à la 80e minute pour le 2-1, avec un passement de jambe sur le gardien. Et c'est Oyarzabal qui marquait, je crois, au contact avec Upamecano, une belle frappe pied gauche. C'est une confrontation entre deux géants de l'histoire du football européen, deux grosses équipes avec deux effectifs qui sont incroyables, remplis de jeunesse, avec beaucoup de qualité. On va faire la compétition tout à l'heure, mais quand tu vois le 11, quand tu vois la liste des sélectionnés, c'est ahurissant. Un match évidemment qui va compter pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal, au moment où je fais la vidéo, a déjà lancé les hostilités en disant que si vous voulez qu'on décide du Ballon d'Or jeudi, et bah décidons-le. Pour moi, d'autant plus avec la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, pour moi le débat il est stérile, il est clos. Pour moi, c'est Dembélé qui doit le remporter. Il a tout gagné sur la scène européenne, sur la scène continentale, sur la scène nationale. Il a été meilleur buteur, il a été tellement important, tellement impactant lors des matchs d'élimination directe. Pour moi, c'est l'homme fort. J'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi ça devrait être lui qui le gagne, d'autant plus que j'ai un point de vue madrilène qui n'était pas forcément objectif, mais pour moi, il a été tellement supérieur, tellement fort, tellement important. On l'a vu sur la finale où il est passeur décisif, où il fait la passe pour Vitinha exceptionnelle, où tu vois comme il attendait les relances de Yann Sommer pour jaillir sur le porteur du ballon. Le premier qui déclenche le pressing, le premier défenseur des attaquants. Enfin bref, le mec a été tellement important, même s'il ne marque pas. Cette finale, elle est aussi grandement, elle a été grandement remportée aussi par lui qui a été le déclencheur de beaucoup de choses et qui était l'élément, le facteur X de toute la compétition clairement. Et pour moi, ça doit être lui qui le remporte, même si bon, s'il remporte ce match contre l'Espagne, bon là, les débats qui pour moi n'existent déjà plus seront clairement entérinés. Et sachant que le Barça n'est même pas en Coupe du Monde des clubs, même si c'est un trophée mineur, c'est un trophée quand même, c'est un trophée à rajouter. Donc voilà, pour moi, le Ballon d'Or est déjà clos. Pour ce qui est des listes, on a eu quelques surprises. Enfin, quelques surprises non, parce que l'équipe de France n'a pas arrivé du maximum qu'elle peut être, notamment défensivement. Au cas de Maignan, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Mais pour ce qui est de la liste, Saliba, Upamecano, Koundé, Kamavinga sont blessés. Dans les trois que j'ai dit, Saliba, Upamecano, Koundé, t'as ta charnière et t'as ton latéral droit. Donc on a eu des renforts, notamment par Kalulu qui est venu, première convocation pour lui. Donc on verra s'il pourra faire le taf. Il est donné le petit papier d'idée échange, je pense, depuis assez longtemps. C'est un défenseur qui est prometteur, qu'on entend beaucoup parler, passé par formé à Lyon, passé par l'AC Milan, grosse saison avec la Juventus, même s'il a été suspendu les derniers matchs. Pour moi, c'est un défenseur qui, c'est un contexte compliqué d'arriver là, dans un demi de Ligue des Nations, face à l'Espagne, meilleure équipe au monde, on peut dire, il sera absolument pas titulaire. Mais remplaçant Saliba, Upamecano, c'est Clément Langlais qui a 15 matchs en équipe de France, mais qui n'a pas été convoqué depuis le 13 novembre 2021. Il avait joué un match quand il était titulaire, mais ouais, ça fait quasiment 4 ans qu'il n'a pas été convoqué. Ça prouve à quel point on a dû chercher, on a dû puiser dans nos ressources pour prendre des défenseurs. Et on a à droite pour remplacer Jules Koundé, pas de Jonathan Klaus qui n'est pas été sélectionné. Ah, c'est surprenant parce qu'il n'y a pas de blessure, je pense, mais c'est Malo Gusto qui a fait une saison pas en demi-teinte avec Chelsea, mais il n'a pas toujours été titulaire. Il y a eu Disasi à droite, il y a eu Rhys James aussi, il y a quand même de la concurrence. Mais il a été titulaire en finale de Conference League, il a été très décisif. Je crois que c'est sa deuxième convocation. Il a déjà été convoqué, je crois, le 13 octobre 2023. Il avait justement 10 minutes. Là, je pense qu'il sera clairement titulaire. Moi, c'est un défenseur qui est prometteur, aussi formé à Lyon. Et moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup de qualité, surtout offensivement. Défensivement, il y aura du boulot parce que tu auras sûrement en face de toi Nico Williams. Mais je pense que Malo Gusto, il peut devenir point incontournable parce que Koundé, quand il reviendra, pour moi, il est titulaire indiscutable. Mais dans la course, on a eu toujours eu du mal avec nos latéraux, faire un Mendy. À droite, on a toujours du mal. À gauche, il y a Benjamin Mendy, tu as eu des Pavard, tu as cherché beaucoup de profils. Mais je pense que Malo Gusto a un profil qui peut convenir. Là, ça va être un baptême du feu compliqué parce qu'honnêtement, à droite, je vois pas qui on peut mettre. Pour ce qui est de l'Espagne, avant de passer aux compositions, il y a eu seulement 3 changements comparés au match contre les Pays-Bas. Il y avait Alex Garcia, Asensio et Ferran Torres, les 3 qui étaient là contre les Pays-Bas. Ils seront pas là. Alex Garcia remplacé par le revenant Isco. Ça fait des années qu'il a pété en sélection. Il a fait une grosse avec le Betis, notamment l'année dernière. Mais il devait aller pour l'Euro, mais il s'était pété. Là, il revient après, je crois, 3-4 ans. Tu as aussi Asensio, malheureusement, qui s'est fait remplacer par Viviane de l'Atlético Bilbao. Je sais pas ce que Luis de la Fuentes a contre le joueur du Real, mais il veut pas convoquer Asensio. Et pour ce qui est de Ferran Torres, c'est Jérémy Pino qui lui a pris la place. L'ailier droit de Bilbao de Villarreal, si je ne me trompe pas. Donc pour ce qui est des compositions, moi je vais commencer avec la composition de l'équipe d'Espagne, tiens, comme ça on finira par l'équipe de France. L'équipe d'Espagne, au cas j'ai mis Unai Simon sans trop de contestation possible, même si tu as Raya qui est derrière qui pousse, pour moi c'est lui qui sera titulaire parce qu'il a toujours été. La charnière, pour moi il n'y a pas d'autre, le Normand titulaire à droite, quasiment tout le temps titulaire lors des derniers matchs. À gauche, ça peut discuter, Koubarsi, Hojsen. Honnêtement, ça sera un des deux, selon si tu veux un prix peut-être un peu plus défensif.
comme Koubarsi, peut-être un peu plus offensif, qui peut te porter le ballon comme Heusen. Je pense que ce sera peut-être lui qui sera du coup priorisé. Pour ce qui est des côtés, à gauche, Cucurella ou Grimaldo, comme je l'ai dit, un profil plus défensif avec Cucurella et beaucoup plus offensif avec Grimaldo. Je pense que quand même, quand en face de toi, tu auras Dembélé, ou tu auras Olysée, ou tu auras Doué, il faudra un profil défensif et tu mettras Cucurella. Pour ce qui est de la droite, bon, tu as Mingueza de Osasuna, si je ne me trompe pas, ou du Celta Vigo, non, Mingueza du Celta Vigo, ou Pedro Porro. Honnêtement, comme j'ai dit, Mingueza plus défensif, Pedro Porro plus offensif, c'est pour ça que j'ai mis Mingueza. Et là, tu as le vivier espagnol, le milieu de terrain, franchement magnifique. Ce serait toujours, sur les derniers matchs, c'est Ruiz, Zubimendi, profil défensif. À la Zubimendi, offensivement, tu as Fabien Ruiz qui sort d'une grosse finale et d'une très très grosse avec le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il sera titularisé, sachant que le Paris Saint-Germain a joué le 31, sachant qu'il n'est pas toujours, on est le 2, il n'est toujours pas arrivé. Je pense pas qu'il sera titulaire. Il aurait été titulaire dans tous les cas, mais je pense pas qu'il est valide parce qu'il a joué il y a pas très longtemps et parce qu'il ne s'est pas encore acclimaté au groupe. Ça fait même pas, je crois que ça fait même pas 2 jours qu'il. Je crois le prochain match là, contre l'Espagne, c'est dans 2 jours. Je crois qu'il n'est même pas encore arrivé en Espagne. Alors il vient tout juste d'arriver. On a vu qu'il y a Mbappé qui venait juste d'arriver. Donc je pense qu'il sera juste arrivé, mais du coup. Pour moi, il y aura Pedri sans contestation possible. Avec Zubimendi, ce sera la paire pour moi au milieu de terrain. Et la question, j'ai mis Ruiz titulaire, mais la question, c'est est-ce que tu mettras un Dani Olmo qui peut du coup jouer un peu plus offensif dans un 4-2-3-1 avec Dani Olmo un peu plus offensif en MOC et tes 2 milieux récupérateurs, Zubimendi et Pedri pour relancer un peu plus le ballon, parce que ça sera ça qui sera aligné. Et pour ce qui est du coup des côtés, bon, il y a Lamine Yamal à droite, à gauche Williams. Samuel Moridon et du coup Jérémy Peno en doublure. Au milieu de terrain, Fermin Gavi, Merino, Isco et Baena en doublure, même si Baena c'est quand même plus un joueur de côté. Bon, je le mets au milieu de terrain, ça change rien. Et l'attaque, bon, je pense que ça peut se taper. Morata, c'est souvent lui qui était titulaire, mais lors du dernier match contre les Pays-Bas, Oyarzabal, il met un doublé. C'est un profil qui nous a toujours fait du mal avec l'équipe de France, un profil qui est un peu plus différent que Morata, mais quand même une grosse finition, qui a quand même une belle vitesse. Donc je pense que Oyarzabal, il peut clairement jouer sa chance et je pense qu'il sera titularisé. Ça peut être un pari, mais je pense que ça sera lui qui sera titularisé. Et bon, ce qui nous intéresse évidemment pour ce qui est de la composition de l'équipe de France. Au cas évidemment Mac Maignan. En défense centrale, une défense assez expérimentale. Un Pavard qui revient de l'Inter de Milan après s'être fait fouetter 5-0 aux côtés de Konaté. Kaloulou, Lucas Hernandez et Clément Lenglet voilà, sur le banc dans la rotation. Peut-être qu'il fera un pari. Je pense quand même qu'il mettra Pavard avec Konaté. À droite, Gusto. Pavard aussi qui peut suppléer à droite. Il a fait quelques fois avec l'Inter, mais notamment dans une défense à 3. Et à gauche, Théo Hernandez ou Jean. Là, c'est la question. Si tu as un profil encore plus offensif, Théo Hernandez. Mais Lucas Digne a fait quand même de bonnes performances avec l'équipe de France lors des derniers rassemblements. Défensivement, c'est aussi très très bon. Avec Aston Villa, il sort d'une grosse saison. Donc ça peut être une question. Comment Didier Deschamps veut aborder ce match. Au milieu de terrain, c'est une animation qui peut changer. Parce que moi, j'ai mis un 4-3-3 un petit peu plus offensif, comme on a pu voir avec les Pays-Bas. Contre la Croatie, on avait besoin d'un résultat, alors que là c'est un match sec, donc est-ce qu'on a besoin impérativement d'un résultat si on peut les pousser aux prolongations ou au penalty? Est-ce que tu mets limite un 4-2-4? Évidemment c'est particulier comme ça, mais est-ce que tu mets du coup aussi, là dans ma formation j'ai mis Tchouaméni, Koné en récupérateur, et tu peux mettre Rabiot aussi sur la place de Koné avec Tchouaméni. Moi j'ai mis Dembélé en 10, mais est-ce que tu fais du coup un 4-3-1-2 quand on a pu voir en match aller contre la Croatie, où tu mets Dembélé en faux neuf et les deux attaquants qui sont au-dessus de Dembélé, Mbappé et Thuram, et du coup tu condamnes un Olysée sûrement, tu condamnes un Barcola, tu condamnes tu mets peut-être un Doué Cherki dans le cœur du jeu pour un troisième milieu de terrain, donc c'est assez compliqué. Il y a tellement de matos offensivement côté Didier Deschamps, tu as vraiment des problèmes de riches offensivement quand tu as Cherki, Doué, Olysée, Mbappé, Barcola. Quand tu as Cherki, tu as beaucoup de qualité. Maintenant, il faut savoir comment articuler ça, pas déséquilibrer toute ton équipe, sachant que le milieu de terrain, c'est la force de l'Espagne. On l'a vu à l'Euro, on s'est fait complètement bouffer dans le milieu de terrain, on n'a pas su répondre à l'intensité qu'ils nous ont mise. Peut-être que notre milieu de terrain n'est pas notre force, mais en plus, si tu as un peu des absents, je pense qu'on va se faire rouler dessus, au milieu de terrain en tout cas. Donc c'est pour ça qu'offensivement, je me demande comment il va articuler ça. J'ai mis ça dans un 4-3-3 avec un Dembélé en 10. Mais tu peux mettre Dembélé à droite et du coup tu peux me rentrer Olysée intérieur. Du coup ce sera lui qui sera en 10, Dembélé à droite, à gauche Barcola et en attaque Kylian Mbappé. Voilà, c'est tellement de la diversité des profils, il y a tellement de diversité dans les profils, il y a tellement de configurations possibles que je pense que j'ai mis ça, mais je pense que ça ne sera pas forcément ça qui sera lié, ce sera seulement Didier Deschamps et comment il veut faire jouer son équipe et comment il veut placer ses joueurs. Donc ouais, je pense que les formations de pour l'Espagne, je suis peut-être un peu plus serein de la formation que j'ai donnée. Pour l'équipe de France, défensivement, je pense que ça sera ça et encore. Et dans le milieu de terrain et offensivement, l'équipe de France, ça, c'est une vraie composition. Je m'attends à
Je m'attends à quelques surprises. Tu as l'arrivée d'évidemment Ryan Cherki qui est pour la première fois sélectionné équipe de France. Est-ce qu'il sera titulaire dès le début? Je ne pense pas. Honnêtement, Désiré Doué, bon, il a sa dernière sélection, il a joué un match, il a dû jouer même pas quoi, 10-15 minutes contre la Croatie. Peut-être qu'il a joué un peu plus avec les prolongations. Mais il a pris une toute nouvelle stature quand tu vois le choc des générations. Tu vois vraiment un Désiré Doué, tu vois les Cherki, tu vois Dembélé. En Espagne, tu as Eusen, tu as Koubarsi, tu as Lamine Yamal, tu as Nico Williams. Tu as des joueurs, tu as une nouvelle génération qui est là. Et franchement, ça me donne un match fou. Mon pronostic, honnêtement, j'ai du mal à me prononcer. Tu as la finale qui va se jouer du coup le 8, si je ne me trompe pas. Et tu as à 21h, et tu as le match pour la troisième place qui sera à 15h, le 8 aussi. Donc, honnêtement, je sens un match quand même assez ouvert, quand même un match assez fou. On a vu les quarts de finale où il y a eu des scores de fou. Tu as eu un Danemark-Portugal, un 5-2. Tu as eu un 6-5 cumulé Espagne-Pays-Bas. Nous, tu as eu une remontada quasiment. Ça a été amené au pénalty avec des coups francs. Tu as eu l'Allemagne qui a fait des gros matchs aussi. Donc, ouais, je me dis que le match peut être ouvert. Il y a quand même beaucoup de qualité dans les deux équipes. C'est quand même une fin de saison. Donc, est-ce que les joueurs, ils auront toujours ce coffre physique? On a vu, en tout cas, moi, je regarde les vidéos de l'équipe de France sur YouTube. Tu vois que tu as la prépa physique qui est déjà enclenchée, tu vois que ça continue de courir. Donc je ne pense pas qu'ils vont prendre le match à la légère. Ça reste un trophée, certes mineur, mais ça reste un trophée quand même. Un trophée qui peut compter pour le Ballon d'Or, notamment pour certains joueurs. Dembélé, évidemment, en premier lieu. Lamine Yamal côté Espagne. Pourquoi pas Mbappé si les gens ils font du forcing. Et on sait que le Ballon d'Or, ces dernières années, ça a procuré des choses assez irrationnelles et irréelles et du grand n'importe quoi. On peut se dire que Mbappé peut gagner le Ballon d'Or s'il prend la Champions League et s'il prend Coupe du Monde des clubs. On sait que les journalistes, des fois, ils font un peu n'importe quoi. Donc, ça peut être possible, honnêtement. Donc, je pense que les joueurs ne prendront pas ça un match à la légère. Ils ont un standing à tenir. C'est un match contre une grosse équipe. Tu te dois de montrer des choses, même si tu as fait des matchs, une saison à 50, 55 matchs, 60 matchs pour certains. C'est une saison très, très éprouvante qui n'est encore même pas terminée. Donc, bon, je sens un match ouvert. Peut-être pas beaucoup d'intensité, mais un match où ça va dans les deux camps. Ça s'amuse. Enfin, ça s'amuse. Évidemment, tout en gardant la compétitivité. Mais moi, je pense à un match ouvert. Je vais être chauvin, je vais dire une vidéo de l'équipe de France. Mais j'ai quand même un meilleur pressentiment que contre l'Espagne ou à l'Euro où je me suis dit que là, on n'a vraiment rien montré. Mais je vais me baser sur le dernier résultat. Contre la Croatie, on a montré un visage beaucoup plus positif. On a montré de meilleures choses et il faut qu'on s'appuie sur ça. Défensivement, on fera du mal. Quand je vois la défense que je viens d'aligner, Pavard, Konaté, Gusto. Quand je vois le bagage offensif, quand je vois Lamine Yamal qui peut faire du mal à Théo Hernandez ou à Lucas Digne. Si Tchouaméni ne va pas l'aider, je pense qu'il va prendre une soupape pendant toute la soirée. Ça va être très très compliqué. Donc ce sera un match ouvert, je pense. Un match avec quelques buts. Et je pense évidemment à une victoire de l'équipe de France. En tout cas, les mecs, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Évidemment, demain, je ne sais pas si je fais le débrief de Allemagne-Portugal. Je pense que je vais le faire en vrai. Et évidemment, jeudi, débrief de France-Espagne avec, espérons-le, une victoire de l'équipe de France. Même s'il n'y a pas la victoire, on va pas non plus crier au scandale parce qu'on sait que les joueurs ils ont une longue saison et qu'elle est bientôt terminée, mais qu'il y a encore la Coupe du Monde des clubs et un voyage en Amérique, mon pote. Les joueurs, ils vont pas respirer. On est en train d'essorer toute l'énergie qu'ils sont en train d'avoir. En tout cas, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Et à bientôt tout le monde. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos car la saison est encore loin d'être finie.